Sa mère, Dottie, m'a dit qu'un des bijoux que Kiss portait en permanence était un Mediator en argent. C'est écrit « Kiss ne laisse jamais la musique s'arrêter. Je t'aime, maman ». Il le portait tout le temps, il l'avait toujours sur lui. Il a appris tout seul à tatouer. Et il était vraiment très doué. Presque tous nos amis qui ont grandi dans le quartier se sont fait tatouer par Kiss. C'était un artiste exceptionnel. Quand il était petit, il faisait déjà des dessins incroyables. Peu importe que ce soit des portraits ou des paysages ou des trucs plus créatifs, comme des crânes avec des flammes et de la fumée par exemple. C'était toujours très réaliste et très créatif. Et je crois que c'était une preuve de ses talents artistiques. Il était juste cool. Même sans faire d'efforts, il était cool. Kiss n'avait peur de rien. Il était fort, il était courageux, il n'était pas du genre à prendre ses jambes à son cou. C'était la nuit de sa disparition. Kiss est rentré, il est monté, s'est changé. Et quand il est descendu, il a mangé 2 parts de pizza. Et il m'a dit « À tout à l'heure ». Il est parti avec la voiture grise de sa mère. Et depuis cette nuit, on ne l'a plus jamais vu ni entendu. Cette affaire était notre principale préoccupation. On a entré Kiss dans notre base de données nationale en tant que personne portée disparue. Et à partir de là, on a suivi notre protocole. On a appelé tous les hôpitaux des environs, les morgues, les prisons, les refuges pour sans-abri et d'autres endroits où on pensait pouvoir retrouver Kiss. Mais sans succès. On a aussi demandé à l'opérateur téléphonique de nous faire parvenir l'historique du téléphone de Kiss. Et on a préparé un avis de recherche pour Kiss et pour la voiture grise de Dottie. Lors de mes recherches sur Kiss, j'ai découvert dans un rapport datant du 28 janvier 2020 qu'il avait été victime d'une blessure par balle. C'est arrivé environ 2 semaines avant qu'il soit porté disparu. Des policiers sont allés le voir à l'hôpital pour essayer de l'interroger. Il ne voulait pas dire qui lui avait tiré dessus. J'ai des raisons de penser que Kiss avait peur pour sa vie à ce moment-là. On se demandait tous si ça avait un lien avec sa disparition. Quand j'ai appris qu'il s'était fait tirer dessus, je lui ai demandé « Qui ? C'était qui ?» Mais s'il ne voulait pas me dire, Kiss voulait éviter que je m'inquiète trop pour lui. Une nuit, j'ai reçu un appel. Il était à peu près minuit et c'était Kiss. Et il était dans tous ses états. Il m'a dit « Je me suis fait tirer dessus dans la jambe ». Je lui demande « Ça va ?» Il m'avait appelé parce qu'il savait que j'étais dans la marine et que j'avais des armes. Il m'a répondu « Je te raconterai, mais pas par téléphone, je viens chez toi demain ». Je ne l'ai pas vu le lendemain et je n'ai pas eu de ses nouvelles. Ça me pèse beaucoup parce que je me dis que j'aurais peut-être pu l'aider.
Je crois que Keith avait des choses à cacher. Il avait des secrets. C'est mon travail de trier toutes les informations qu'on trouve et de faire des recherches approfondies sur sa vie. En interrogeant la famille de Keith, on a appris que Keith et un certain Michael DeLuca étaient des amis d'enfance. Michael et Keith étaient de très bons amis. Michael venait souvent à la maison et il était toujours là pour les fêtes d'anniversaire. Il faisait attention à Keith et moi et on n'avait jamais besoin de s'inquiéter ou d'avoir peur quand on était avec Michael. Michael DeLuca était un de nos meilleurs amis, c'était notre frère. J'ai commencé à m'intéresser à Michael DeLuca. Il a un physique très particulier. Il a la tête rasée, des tatouages sur toute la tête et dans le cou. On ne peut pas le rater. Michael DeLuca avait un lourd passé criminel, un passé criminel violent. Il venait... Après avoir tiré sur sa copine, il lui a dit « Lève-toi, tu sais que je t'aime ». Michael a eu une enfance et une éducation difficile et sa famille n'avait pas beaucoup d'argent. Ses parents se sont séparés quand il était petit. Il s'en sortait difficilement. On voyait souvent les petits frères et sœurs de Michael courir pieds nus et en couches dans le quartier. On a appris que quand il a cru qu'il allait devenir le chef de la section locale du Warlock Motorcycle Club. Les Warlocks, et plus particulièrement les Harpy Warlocks, représentent 1% de la population de Philadelphie et des comtés environnants. Pour la majorité de ces groupes, la violence est leur signature. La plupart des membres de groupes de motards sont de vrais criminels. Keith ne faisait pas partie du club, mais il s'entourait de personnes relativement dangereuses qui pouvaient se retourner contre lui en un claquement de doigts. N'importe qui pouvait être responsable de la disparition de Keith. Mais une des choses intéressantes qu'on a découvertes est que Michael DeLuca avait aussi disparu. Il était introuvable. On s'est dit que ça pouvait peut-être avoir un lien avec la disparition de Keith. On était contrariés parce qu'on recevait beaucoup d'informations partielles de différentes sources. Et la personne responsable de la disparition de Keith a rendu notre enquête compliquée. Mais l'affaire s'est débloquée quand un policier a trouvé la voiture de Dottie à Kensington. On a une enquête sur la disparition d'une personne, et voilà que la voiture réapparaît à Kensington, dans un quartier redouté de Philadelphie. C'était une vraie surprise pour les enquêteurs. Ils n'avaient jamais eu d'affaire pareille. Ils avaient affaire à un gang de motards hors la loi. Cette affaire risquait d'ouvrir une véritable boîte de Pandore. Keith Palumbo a été vu pour la dernière fois le 6 février 2020 à Upper Darby. Il était dans le véhicule de sa mère, une voiture grise. Les enquêteurs ont lancé une alerte pour trouver la voiture. Après plusieurs jours, ils l'ont retrouvée à Kensington. Généralement, quand on trouve des gens ou des véhicules dans le quartier de Kensington à Philadelphie, ma première pensée est qu'ils sont impliqués dans un trafic de drogue. C'est un supermarché pour l'héroïne et les drogues. Les gens viennent de tout le pays
à Kensington pour prendre de l'héroïne. C'est un vrai dépotoir. Les enquêteurs se demandaient ce que faisait la voiture de Madame Palumbo à Kensington. Et où était Keith Palumbo? Premièrement, Keith n'aurait jamais laissé ma voiture comme ça. Et deuxièmement, il ne serait pas allé à Kensington. Il avait un problème avec la drogue quand il était plus jeune, mais il n'y avait plus touché depuis plus de 10 ans. On a pensé qu'ils avaient laissé la voiture à Kensington pour faire croire que Keith avait rechuté. Ils pensaient avoir le plan parfait pour se débarrasser de Keith. On a examiné la voiture à la recherche d'empreintes latentes ou de preuves matérielles. Mais elle avait été nettoyée. On pense qu'ils essayaient de garder une longueur d'avance sur la police. C'était très difficile. La personne qui avait fait ça se donnait beaucoup de mal pour camoufler son crime. C'était cruel et très calculé. Je me demandais ce qui avait bien pu arriver à Keith, et si on avait affaire à un homicide. Et dans ce cas, où était le corps? Quand j'ai appris que la voiture avait été retrouvée à Kensington, j'en ai parlé à Dottie, la mère de Keith. On essayait de comprendre et de trouver un sens à tout ça. Chaque nuit, je me demandais où était Keith. Où est mon meilleur ami? Est-il toujours en vie? Est-il mort? On en a parlé sur Facebook. On passait nos journées entières à essayer de récolter des informations de personnes qui pourraient savoir quelque chose. À la même période, le meilleur ami de Keith et membre des Warlocks, Michael DeLuca, était toujours porté disparu, ce qui n'était pas normal. On essayait d'assembler les pièces du puzzle. Et on avait besoin de comprendre quel lien avait Michael DeLuca avec l'enquête. Mais pendant qu'on enquêtait sur la disparition de Keith, des rumeurs prétendaient qu'il était un informateur de la police. Beaucoup de membres du Warlock Club pensaient que Keith était un indique. On a découvert qu'il y avait eu un incident entre Keith et un membre du Warlock Motorcycle Club, un certain Buck Evans. Keith était dans une maison qui appartenait au fils de Buck Evans. Le fils de Buck Evans aurait vendu de la drogue dans cette maison. Peu de temps après que Keith a quitté la maison, la police y a fait une descente et a arrêté le fils de Buck Evans. Donc, Buck a pensé que Keith avait dénoncé son fils. Différents services de la police d'Upper Darby avaient déjà eu affaire à Buck Evans par le passé. Il avait été incarcéré plusieurs fois pour différents délits. Mais j'ai parlé aux juridictions concernées, aux services de police et aux enquêteurs impliqués. Et Keith n'était pas un informateur de la police et n'avait dénoncé personne. Une des pires choses qu'on puisse faire quand on vient de chez nous, c'est de dénoncer quelqu'un et être une balance. Keith vivait selon ce code. Il était loyal, mais il traînait avec des gens plutôt dangereux. Ces gars pourraient s'en prendre à n'importe qui. Tout était possible. On se demandait vraiment ce qui s'était passé. On essayait tous de garder espoir et d'être positifs. Mais ça devenait de plus en plus dur de rester positif et optimiste à mesure que les semaines passaient. Plus le temps passait, et plus je savais qu'il nous avait quittés. Parce qu'il ne serait pas resté loin de nous aussi longtemps. On pensait que Keith avait été victime d'un homicide. Mais pour le moment, il était toujours porté disparu. Sans le corps de Keith, sans l'avoir retrouvé, on n'avait rien. À moins que quelqu'un ne nous conduise à Keith. Et ça nous frustrait pas mal. Il y avait beaucoup de scénarios.
Kiss disparaît, personne ne sait où il est. De Luca disparaît, personne ne sait où il est. Ils sont de bons amis. Est-ce une coïncidence qu'ils disparaissent en même temps? On savait qu'un membre des Warlocks, Buck Evans, n'aimait pas Kiss. Il était poursuivi pour violation de liberté conditionnelle. On a cherché Buck Evans, surtout pour savoir si on arrivait à le faire parler de ce qui s'était passé. Quand ils ont fait entrer Buck Evans, c'était le moment de révélation. Et c'est là que l'enquête s'est intensifiée. Sur Kiss Palumbo et le tuer. Buck Evans était à notre disposition et c'était notre seule piste, donc on a décidé de continuer avec les informations qu'il nous fournissait. Il faut que tu comprennes quelque chose, d'accord? Tu nous dis que quelqu'un a manqué de respect à un membre du club. Vous gérez ça à votre façon, c'est ça? Dans votre club, c'est peut-être normal. Mais de l'extérieur, on comprend pas pourquoi tu lui as tiré dessus, tu comprends? Je veux pas que quelqu'un retourne la situation en disant « Buck a tiré sur le mec 2 semaines avant qu'il disparaisse, donc Buck l'a évidemment tué ». Tu comprends ce que je veux dire? Et tout le monde croit que je l'ai fait. Putain mec, c'est quoi cette merde? C'était pas moi, je l'ai pas fait. Buck Evans nous a dit qu'avant que Kiss ne disparaisse, il s'est passé quelque chose entre Kiss et Michael De Luca dans le clubhouse des Warlocks dans le sud-ouest de Philadelphie. J'aime pas aller là-bas. Chaque fois que j'y suis allé, il s'est passé quelque chose de grave. C'était compliqué pour moi d'imaginer ce qui avait pu se passer entre Michael De Luca et Kiss Palumbo pour le simple fait qu'ils étaient amis d'enfance. Kiss faisait confiance à Michael. Michael avait-il pu tuer son meilleur ami? On devait vérifier les informations données par Buck Evans. J'ai obtenu un mandat de perquisition pour le clubhouse des Warlocks. C'est un bâtiment à 2 étages, et le clubhouse était au rez-de-chaussée. Sur la table de la cuisine, ils avaient gravé Warlock des 2 côtés. Il y avait des panneaux pour le club, des pièces de moto, des trucs qui concordaient avec le fait que ce soit le clubhouse d'un club de motards. On cherchait les preuves matérielles d'un crime. Ils avaient enlevé toute la moquette. On a récupéré des fibres de moquette. Les murs étaient peints en noir, ce qui était bizarre. Mais quand on regardait de plus près, on voyait à travers la peinture noire. Et on voyait des éclaboussures de sang. Ça fait longtemps que je fais ce métier. C'est très difficile de nettoyer une scène de crime ensanglantée. Finalement, après quelques écarts à cause de personnes qui essayaient de nous induire en erreur, on a des preuves qu'il s'est passé quelque chose ici. Si Kiss a été tué au clubhouse, les personnes impliquées devaient se sentir plus intelligentes que la police, parce qu'on ne savait pas où était Kiss et on n'avait pas retrouvé son corps. Après avoir fouillé le clubhouse, un officier est retourné sur la propriété, parce qu'on n'avait pas tout à fait terminé de la fouiller. Une certaine Donna Morelli, la supposée chef des Warlocks, est arrivée. Elle a annoncé qu'elle était la propriétaire et a voulu savoir ce qui se passait. On a appris que Donna Morelli avait été mariée au chef des Warlocks. Mais quand il est mort, Donna a plus ou moins hérité du club. Donna Morelli a dit aux officiers qu'elle avait la moto de Kiss. Elle l'avait ramenée au clubhouse et l'a remise à la police. Elle nous a dit que Michael De Luca avait pris la moto de Kiss pour le punir.
Elle a aussi montré la vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Michael DeLuca en train de conduire la moto de Kiss. Elle est superbe. Je l'aime tellement. Je l'adore. La pauvre est tombée en panne sur le bord de la route. On se demandait si Michael DeLuca aurait pu tuer Kiss à l'intérieur du clubhouse. Où habitait DeLuca? Donna nous a dit qu'il vivait dans le clubhouse, mais qu'elle ne l'avait pas vu depuis plusieurs jours et qu'il était peut-être sur la côte ouest. Donc elle nous donnait des bribes d'informations pour donner l'impression qu'elle était coopérative. Mais en réalité, je crois qu'elle pensait qu'on ne le retrouverait jamais s'il était en cavale. C'est à cette période qu'on a récupéré les données de son téléphone. On a découvert qu'avant la disparition de Kiss, son téléphone portable avait émis des signaux dans la zone du cimetière de Mount Moria, le plus grand cimetière de Pennsylvanie, plus de 80 hectares. Le cimetière de Mount Moria est énorme. Il doit être égal à 3 ou 4 pâtés de maison, en largeur, en longueur et profondeur. Et il y a des gens qui ont été enterrés là avant la guerre de sécession. Des personnes décorées de la médaille d'honneur, des dignitaires, des célébrités. Les enquêteurs se sont donc demandé si Kiss Palumbo pouvait aussi être dans ce cimetière. On apprend ensuite que la maison de Donna Morelli est à côté du cimetière. On a aussi découvert qu'elle était membre du conseil d'administration de l'association Les Amis du cimetière de Mount Moria. Ça nous a permis de constater qu'elle avait accès à l'ensemble du cimetière. On se demandait si Donna pouvait être impliquée. On était le 3 avril 2020. On cherchait des traces de Kiss. Et quand j'ai vu la taille du cimetière, ça m'a semblé être une tâche colossale. On avait 20 à 25 personnes qui parcouraient le cimetière, toutes à la recherche de n'importe quel signe, de choses qui auraient été déplacées récemment ou de tombes fraîchement creusées. En marchant dans le cimetière, je me suis senti submergé. Je ne pensais pas qu'on retrouverait Kiss. On est resté très longtemps dans le cimetière. Et puis, un des officiers qui nous accompagnait a remarqué qu'il y avait une grande pierre tombale qui avait l'air un peu décalée. Il y avait aussi ce qui ressemblait à des égratignures récentes. Tout ça a renforcé nos soupçons. Et on ne savait pas quoi en penser. Apparemment, la dernière fois que quelqu'un avait été enterré là, c'était en 1810. C'était évidemment quelque chose qu'on devait examiner. Donc, on est venu avec le matériel adéquat pour cette tâche. On avait ramené notre caméra endoscopique à laquelle on avait attaché une lampe, puis on l'a fait glisser par une des fissures. On a été très surpris par ce qu'on a trouvé. On se demandait, est-ce que c'est possible? Est-ce que Kiss est là-dessous? On avait besoin de savoir ce qui se cachait dans cette crypte. Mais on n'avait pas les moyens de déplacer la pierre. Elle pesait plus de 900 kilos. Donc, on a fait appel aux pompiers de Philadelphie. Ils sont arrivés et ont retiré doucement la pierre.
et ont retiré doucement la pierre. Je me souviens que l'enquêteur Bamberski et moi nous sommes regardés l'air de dire « J'arrive pas à y croire, j'y crois pas ». J'ai été choqué de voir qu'une fois la pierre retirée, il y avait un espace aussi grand. C'était une énorme structure souterraine qu'on n'aurait jamais pu imaginer simplement en regardant de l'extérieur. C'était une énorme crypte souterraine. Ça semblait sorti d'un film. Ça faisait environ 6 mètres de profondeur. Cette affaire, c'est un mélange de Dracula et Sons of Anarchy. À ce moment-là, on avait une échelle, donc je suis descendu. Je n'avais jamais rien vu de tel de toute ma carrière. C'était une structure en briques, formant un dôme. Et il y avait un certain nombre de cercueils tout au fond. Puis, un des enquêteurs a remarqué, en regardant de plus près, qu'il n'y avait pas un, mais 2 cadavres récents. Un des deux n'était pas identifiable. Il était dans un état de décomposition très avancé. Et il avait une corde autour du cou. On s'est dit qu'il avait été victime d'une mort violente. Ensuite, on a examiné l'autre corps et on a pu l'identifier comme étant celui de Kiss. On arrivait encore à le reconnaître grâce à ses traits du visage. Et parce qu'il portait encore, autour de son cou, le Mediator que sa mère lui avait offert. On a vu que Kiss s'était fait tirer dessus 2 fois, dans la tête. Il y avait une bâche bleue, et il y avait toute la moquette, et la sous-couche de la moquette, qui avait l'air d'avoir été arrachée du clubhouse des Warlocks, et qui avait été jetée au fond de la crypte. On était sûr qu'il y avait plus d'une personne impliquée dans le meurtre, et qu'elles essayaient de dissimuler les preuves. Mais on ne savait pas qui avait tué Kiss Palumbo, ni ce qui était arrivé à Michael De Luca. Quand on a retrouvé Kiss, je me suis senti soulagé de pouvoir enfin donner à Dottie la réponse qu'elle attendait désespérément. Ça faisait 8 semaines qu'on le cherchait. 2 enquêteurs sont arrivés. Je ne m'attendais à rien de positif et j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ils m'ont dit il s'est fait tirer dessus. En tant que mère, si on perd notre enfant, on ne s'en remet jamais. C'était mon meilleur ami, mon ami d'enfance, mon témoin de mariage. Il est parti et il ne reviendra jamais. Ça m'a brisé le cœur. C'était le pire dénouement possible. Kiss nous a quittés. Après avoir retrouvé les 2 corps dans le cimetière, on était curieux de savoir si des membres des Warlocks utilisaient le cimetière comme décharge. On savait que Donna Morelli était la supposée chef des Warlocks. Donc on a obtenu un mandat de perquisition pour sa maison. On a retrouvé beaucoup de pistolets et de fusils. On a aussi saisi le pick-up rouge de Donna Morelli. Et à l'arrière du pick-up, j'ai trouvé 4 fibres de moquette brune qui correspondaient aux fibres de moquette retrouvées dans la crypte et dans le clubhouse des Warlocks. Tout prenait sens, tous les éléments s'assemblaient. Quand on a retrouvé le corps de Kiss, on a su que c'était un meurtre. On savait que Kiss avait été tué dans le clubhouse, mais on ne savait pas qui avait réellement commis le crime. Et je crois que tout le monde a été choqué en apprenant qui était le coupable. Kiss Palumbo était porté disparu depuis 2 mois. Quand on a retrouvé son corps, on a conclu à un meurtre.
Il fallait maintenant déterminer ce qui lui était arrivé. On savait que la maison de Donna Morelli, la chef des Warlocks, donnait sur le cimetière de Mount Moriah. On s'est demandé si elle ou un autre membre du Warlock Motorcycle Club aurait pu être responsable du meurtre de Kiss. On avait besoin de trouver quelqu'un qui nous parlerait de ce qui était arrivé. J'ai amené Donna Morelli en salle d'interrogatoire. Et elle a avoué que Michael DeLuca et un autre membre du club, Billy Gibson, avaient enlevé le corps de Kiss du clubhouse. Il l'avait mis dans le coffre de son pick-up et l'avait ramené à sa maison. Elle a précisé que c'était elle qui avait ouvert la tombe pour DeLuca et Billy Gibson. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et il m'a dit, il faut que tu me montres comment ouvrir ça. Expliquez-moi tout ce qui s'est passé. J'ai dit que j'ai demandé... Vous avez conduit le pick-up ou vous avez marché? On a marché. Vous avez marché jusqu'où? Vous êtes allé jusqu'à quelle tombe? Je connais pas le nom de la tombe, elle se trouvait dans le cercle. Ok. C'était la plus proche que je connaissais. Je lui ai dit de prendre des barres. Parce que vous saviez que vous alliez... Et un pied de biche aussi. Je lui ai demandé comment elle avait pu déplacer une pierre de plus de 900 kilos. Et elle m'a répondu qu'elle pouvait déplacer un bloc de béton avec une planche en bois. Quand on a interrogé Donna Morelli, elle nous a montré une vidéo sur son téléphone. On voyait clairement Michael DeLuca et Billy Gibson sortir de l'allée de la maison de Donna Morelli dans son pick-up. Et même si on ne voit pas le corps de Kiss, on peut distinguer les morceaux de moquette du clubhouse des Warlocks. On devait interroger DeLuca et Billy Gibson, mais Michael DeLuca était introuvable. Donc on a obtenu un mandat d'arrêt pour Billy Gibson. Quand on l'a interrogé au commissariat, il nous a raconté, en détail, ce qui était arrivé à Kiss Palumbo. Je sais qui a tué Kiss. Ok, et c'était qui? Chaos. Michael DeLuca était surnommé Chaos, et c'était un surnom qui le décrivait bien. Il est venu et m'a mis son flingue sur la tempe. En me disant, si tu veux être un vrai Warlock, tu vas te taire, sinon je te tuerai. Je tuerai ta famille, je tuerai tes gosses, je tuerai tout le monde. Pour le récompenser de sa participation au meurtre, Billy Gibson raconte qu'il avait été intégré comme membre officiel des Warlocks. Raconte qu'il avait été intégré comme membre officiel des Warlocks. On savait que Buck Evans, qui était toujours incarcéré pour violation de liberté conditionnelle, rejetait aussi la faute sur Michael DeLuca et qu'il était probablement aussi impliqué dans le meurtre. On devait retourner interroger Buck Evans. T'aurais pu appeler les secours quand t'étais dans la rue et dire « Mon ami Kiss Palumbo vient de se faire tuer ». J'ai essayé de faire ça dans la maison. Je lui disais, on le met dehors, on appelle les secours et on fait comme si quelqu'un d'autre l'avait fait. Je voulais qu'on l'aide. Calme-toi. J'avais un calibre 40 sur ma tempe, du sang qui me giclait au visage. Je sais pas, le mec était prêt à me tuer. Ok. Je m'en fous de ce qu'on dit. Ce mec est un malade. Chaque témoin racontait l'histoire de manière à minimiser sa propre implication, ce qui est plutôt habituel. Michael DeLuca n'était pas là pour se défendre, et on était incapable de le localiser à ce moment-là. On a immédiatement tout mis en œuvre pour retrouver et arrêter Michael DeLuca.
Par hasard, on découvre que Michael DeLuca a été contrôlé par la police de Cheyenne dans le Wyoming. Ils ont trouvé une arme à feu chargée dans le véhicule de DeLuca et il a donc été arrêté. Buck Evans, Billy Gibson et Donna Morelli désignent tous Michael DeLuca comme coupable. La cohérence entre chacune de leurs versions des faits montre qu'ils disent la vérité au sujet du meurtre de Kiss. Est-ce que vous vous considérez toujours comme un membre des Warlocks? Je préfère pas répondre. Vous voulez déclarer quelque chose? Non. On pense que la nuit où Kiss a été tué, il avait la voiture de sa mère. À un moment, il retrouve des membres du club, Buck Evans et Billy Gibson, et va au clubhouse avec eux. DeLuca arrive avec une arme à feu. Et, sans prévenir, tire 2 balles dans la tête de Kiss. Après avoir déposé Kiss dans la crypte, DeLuca ordonne à Evans et à Gibson d'aller dans le quartier de Kensington. Ils y laissent la voiture de la mère de Kiss. Puis, ils sont tous revenus comme si de rien n'était. Michael a tué son meilleur ami. Par égoïsme. Il pensait que Kiss Palumbo était un indique. C'est un individu tordu. Michael DeLuca a plaidé coupable d'homicide involontaire. La peine de 10 ans prononcée dans l'affaire du Wyoming a été suivie d'une peine de 15 à 35 ans en Pennsylvanie. Buck Evans et Billy Gibson ont chacun plaidé coupable d'obstruction à la justice, d'entrave et de charges liées à l'élimination du corps de Kiss. On a découvert que le deuxième corps retrouvé dans la crypte était celui de David Rosillo. C'était un membre potentiel des Warlocks. Il a été abattu par un membre des Warlocks, Michael DeMoro, à la fin de décembre 2017 ou au début de 2018. Les autorités affirment que Michael DeMoro a été reconnu coupable du meurtre de David Rosillo Jr. D'après les enquêteurs, DeMoro, un membre du Warlock Motorcycle Club, a jeté le corps de Rosillo dans une crypte du cimetière Mount Moria dans le sud-ouest de Philadelphie. Ils ont découvert la crypte en avril 2020 et y ont retrouvé les corps de Rosillo et de Kiss Palumbo. Pour l'affaire de David Rosillo, on s'est beaucoup appuyé sur le témoignage de Donna Morelli. En échange, elle a obtenu une immunité pour son rôle dans ce meurtre. Pour le meurtre de Kiss, elle a été condamnée à une peine de 11 mois et demi à 23 mois, suivie par une période de probation. Je n'ai jamais vu quelqu'un se donner autant de mal pour se débarrasser d'un corps et le dissimuler. Et en toute honnêteté, ça a marché. Je ne crois pas que quelqu'un aurait pu retrouver Kiss si un officier n'avait pas remarqué que la pierre tombale avait été déplacée. On a pu enterrer Kiss et on était content d'avoir pu le faire. Quand je pense à ce que Kiss a dû penser cette nuit-là, quand il a vu ce que Michael allait faire, j'arrive pas à m'imaginer. Je peux pas imaginer ce qu'il a pensé. Parce
Parce que c'était son meilleur ami qui pointait une arme sur son visage.